De retour en ce début d'après-midi à Labège pour ces rencontres Occitanie Innov, 14e du nom. Bonjour si vous nous rejoignez. Cet après-midi, nous allons participer à un second atelier dédié à l'économie circulaire et plus précisément au modèle économique qui le soutient. Avec 5 entreprises invitées, nous verrons comment repenser son modèle économique ou comment repenser sa valeur ajoutée et les concilier avec ses valeurs morales. Avec moi sur ce plateau, il y aura également Nicolas Caruso, dessinateur, qui ponctuera cet atelier de ses jolis traits. Mais avant de débuter, je vous propose de suivre un message de Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette 14e édition des rencontres de l'innovation en Occitanie, la rencontre annuelle de tous les acteurs de l'innovation. Parce que l'innovation est un levier essentiel de la relance, nous avons tout mis en œuvre pour qu'Occitanie Innov puisse se tenir dans un format entièrement virtuel. C'est donc une édition qui innove et qui s'adapte au contexte sanitaire. Plus que jamais, la région Occitanie est mobilisée pour soutenir les entreprises du territoire, en cette année si particulière. L'innovation est un atout pour la reprise économique, pour la croissance verte, pour l'emploi. Et notre région regorge d'entreprises innovantes, capables de s'adapter, de rebondir. Notre rôle est donc de les soutenir, de les valoriser. Ce sont elles qui seront les moteurs de la relance économique et notamment pour l'emploi. Dès le début de la crise, nous avons été la région des solutions. Nous avons pris des mesures importantes et inédites pour soutenir les acteurs économiques du territoire, permettant d'accompagner près de 50 000 entreprises et de sauvegarder 250 000 emplois. Avec plus de 200 exposants, Occitanie Innov, organisé par l'agence ADOC, que je préside également, est un véritable carrefour pour les entreprises qui souhaitent innover, trouver des partenaires technologiques, financiers ou se faire accompagner dans leurs réflexions, dans leurs projets. Comme les années précédentes, elles peuvent échanger en direct avec tous les partenaires de l'innovation en région et trouver un accompagnement adapté. Grâce à une exposition virtuelle avec plus de 200 exposants, des entreprises, des plateformes technologiques, des laboratoires, des pôles de compétitivité, des clusters, des prédiag innovation qui permettent aux entreprises d'échanger en direct avec les partenaires de l'innovation les plus pertinents pour passer de l'idée au produit. Chaque année, plus de 300 prédiag sont réalisés par l'agence ADOC et les membres du réseau Innovation. Et ça fonctionne. Un an après, plus de 80% de ces prédiag se concrétisent par un projet ou un partenariat réel. Un programme d'atelier numérique sur les dispositifs mis en œuvre par la région pour soutenir l'innovation dans le cadre de son plan de relance et sur la thématique innovation et économie circulaire. La cérémonie de remise des trophées du 40e concours régional Les Innovations. Ce soir à 18 h, la cérémonie des trophées prendra la forme d'une émission en direct. L'Occitanie a d'incroyables innovations. 7 entreprises recevront un prix. Occitanie Innov est devenu un rendez-vous incontournable dans notre région, avec cette année un accent fort sur l'économie circulaire et l'innovation. Que cette nouvelle édition adaptée, entièrement virtuelle, suscite des rencontres fructueuses pour l'innovation, la croissance et l'emploi en Occitanie. De retour sur notre plateau donc pour débattre de cette question de l'évolution des modèles économiques pour tendre vers une économie circulaire. Caroline Boquet, bonjour. Bonjour. La société, prenez votre micro, allez-y, puis prenez tous votre micro. Bonjour. Donc, Caroline Boquet de la société toulousaine Synéo, donc une société de nettoyage auto qui compte 65 salariés. Ce n'est pas que ça, nous y reviendrons donc, mais tout d'abord un mot sur la gouvernance, puisque je crois que vous allez reprendre, vous êtes cadre de cette société, vous allez la reprendre à son dirigeant fondateur. Oui, tout à fait. Le dirigeant fondateur, Claude Paris, donc, a initié maintenant depuis presque 3 ans donc, le management coopératif et collaboratif dans notre entreprise et ça a fait émerger l'envie par les salariés de reprendre sous forme de scope, ce qui devrait se faire dans le premier semestre 2021. D'accord, nous allons voir ce que ça peut engendrer en termes d'évolution managériale. Cécile Rochette de la société Smart Sophie Group. Oui, bonjour. C'est une société héroltaise qui reconditionne des téléphones mobiles. Tout à fait. L'entreprise existe donc depuis 30 ans. Au départ, le métier d'origine, c'était la maintenance des équipements télécoms.
Et on a évolué avec le temps. On a commencé avec des Minitel et puis avec des box. Et donc, on est maintenant essentiellement tourné sur le smartphone. Très bien, nous y reviendrons. Jérôme Audouin, vous êtes responsable commercial de l'entreprise Night-Up, une entreprise alésienne, et vous concevez des tentes à poser sur le toit de sa voiture. Oui, tout à fait. En fait, nos tentes, elles donnent une autre dimension aux véhicules de tourisme et ça permet de vraiment pouvoir s'apaiser avec un véhicule du quotidien. Merci. Et avec nous, nous avons également Gilles Lecaillon qui se trouve en visioconférence, lui. Donc Gilles, PDG de la société Écocéan. Et vous faites, vous, dans l'économie circulaire depuis fort longtemps, même plus longtemps que l'économie circulaire elle-même, puisque ce mot n'existait pas quand vous avez fondé la société il y a 17 ans. Oui, bonjour à tous. Désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. L'avantage, c'est que je n'ai pas ça autour de la bouche, puisque je suis tout seul dans mon bureau. Donc, merci Guillaume. Oui, nous, on fait de l'ingénierie écologique. En fait, on essaye entre guillemets, de réparer les impacts de l'homme sur le littoral. Et donc, toute action qu'on fait depuis que Écocéan existe en 2003 a depuis le départ intégré le fait qu'il fallait que ce soit de l'économie circulaire, en tout cas que les matériaux qu'on allait utiliser n'étaient pas des matériaux qui puissent ne pas être recyclables ou qui n'étaient pas recyclés. Donc, on faisait de l'économie circulaire avant d'en parler comme aujourd'hui. Merci Gilles. Avec nous enfin en plateau Bertrand Montfort du cabinet conseil Cebios, donc, qui est un cabinet spécialisé en biomimétisme. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous à la rencontre de ce matin avec le cabinet Picaya, est-ce que vous pourriez en 2 mots nous rappeler ce qu'est le biomimétisme, et on ira après un petit peu plus avant sur votre intervention. Oui, alors, parler du Cebios en tant que cabinet, c'est peut-être un petit peu tordre la réalité, puisque c'est une association, au départ, qui a été créée en 2014 et qui s'est transformée au 1er janvier en société coopérative d'intérêt collectif, toujours sans but lucratif. Donc notre but, c'est de promouvoir la prise en compte des principes du vivant dans l'innovation. Pourquoi ? Pour, sur le long terme, être capable finalement de mettre l'économie sur un chemin plus vertueux, et avec de meilleures chances, je dirais, pour l'humanité et la société dans son ensemble. Donc voilà, centre d'expertise, d'études et d'expertise en biomimétisme qui rassemble en fait un grand nombre d'entreprises, de collectivités, de laboratoires de recherche et de cabinets de conseil comme Picaya sur le déploiement d'un nouveau mode d'innovation réinventé en 1997 par une agronome américaine, mais qui existe depuis fort longtemps. L'homme s'inspire du vivant. Léonard de Vinci a fait parler de lui encore aujourd'hui sur aller dans la nature pour inventer notre futur. Voilà, donc le Cebios a une mission, a une vision et une mission et souhaite partager cette vision le plus largement possible. Alors ce matin, on va inviter les personnes qui n'étaient pas présentes avec nous de regarder les replays, mais on a parlé de la façon dont le biomimétisme pouvait être adapté aux procédés, mais il peut aussi, et c'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut s'adapter aux organisations. Alors quand on parle de biomimétisme pour des organisations, on pense tout de suite aux fourmis et aux abeilles. Personne n'a forcément envie d'être au service d'une reine et encore moins de trimer comme des fourmis. Donc comment est-ce qu'on fait pour conjuguer, j'allais dire, les valeurs humaines et puis les conditions naturelles que le biomimétisme peut nous inspirer ? Alors, sur la notion d'inspiration, je pense qu'il y a déjà une réalité qu'il faut se remettre en tête. L'homme est à l'intérieur de la biosphère, est en interdépendance avec des millions d'espèces, n'ayons pas peur des mots, notamment des bactéries. Je dirais ces modes de coopération interspécifique sont probablement le modèle à suivre, y compris à l'intérieur de notre espèce, c'est-à-dire que la diversité est une force, et quand vous évoquez donc les insectes sociaux, les abeilles, les fourmis, donc les fourmis ont beaucoup été étudiées, et il y a une publication, un livre qui s'appelle Biomimétisme et Management, dans lequel l'étude des fourmis révèle qu'en fait la résilience et la capacité à prendre des décisions face à une perturbation extérieure dans une fourmilière repose. Et on ne le voit pas à notre échelle quand on regarde une fourmilière, on pense qu'elles sont toutes pareilles. Eh bien non, les fourmis ne sont pas toutes pareilles à l'intérieur d'une fourmilière. On parle d'ouvrière, mais c'est de l'anthropomorphisme. On parle de reine de la même manière. La reine a une fonction bien précise qui est de pondre des œufs. Elle est au service de l'espèce.
et de la population. Et donc, ce sont les fourmis déviantes, les fourmis les plus originales qui vont être la source des solutions. D'où l'intérêt d'inverser les processus de management et de faire en sorte de faire confiance finalement à la base. Et c'est ce qui se passe chez les insectes sociaux. Chaque individu dans une fourmilière, dans une ruche et dans tout groupe finalement animal a son apport au collectif. Et c'est pour ça que c'est très inspirant en termes de gouvernance, au-delà du fait que depuis 3,8 milliards d'années, la biosphère, avec l'évolution des espèces, invente des solutions qui sont extrêmement frugales. Et là, on est dans le sujet de l'économie circulaire, puisque ces solutions sont très peu consommatrices d'énergie et de matière, et au contraire, et ça rejoint votre question sur la gouvernance, et utilisent au mieux l'information. Et dans notre monde où on transforme la société sur la base, on dit la société de la connaissance, la société de l'information, eh bien, il y a véritablement dans la biosphère, dans les écosystèmes, des modèles à suivre en matière d'optimisation, à la fois de la matière, de l'énergie, grâce à l'information. Donc il y a une véritable voie d'innovation. Et on va voir comment, avec les différentes entreprises qui sont avec nous autour de cette table. Je rappelle que vous pouvez également nous poser des questions directement. Elles sont recueillies par Christelle Guillon de l'agence Ad-Hoc qui va me les transmettre en direct. N'hésitez pas à intervenir. Ces questions seront posées donc au fil de l'eau. Gilles Lecaillon, on va revenir sur Écocéan parce que peut-être qu'avec votre activité qui est celle de redonner un habitat marin ou de reproposer un habitat marin à la faune et à la flore nautique, on est sur quelque chose d'assez évident par rapport au biomimétisme parce que précisément, ce n'est pas parce que ça ressemble à un récif qu'un habitat va être recolonisé. On l'a vu avec différentes formes. Il y a quelques années, on immergeait des pneus au large des côtes et bon, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait du caoutchouc au fond de l'océan, mais ça ne fait pas des récifs pour autant. Oui, tout à fait. En fait, le biomimétisme, il est de différents types. Et nous, celui sur lequel on s'appuie, c'est sur le biomimétisme fonctionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vraiment ressembler à, je sais pas, un poulpe ou à quoi que ce soit d'autre pour avoir une fonction qui ressemble à quelque chose dans la mer. En revanche, la mer, comme beaucoup d'écosystèmes, ont des fonctions écologiques. Donc, ce n'est pas que de l'habitat, ce n'est pas juste mettre une maison. C'est mettre une maison pour des petits poissons dans cette maison dans laquelle ils vont pouvoir avoir toutes les fonctions écologiques qui vont leur permettre de grandir, de manger et donc de se protéger de la prédation, puisque c'est quand même, dans le milieu marin en tout cas, ce pourquoi les animaux essayent l'objectif de l'animal, c'est de se reproduire et de grandir. Et donc, l'impact de l'homme sur les côtes a artificialisé ce littoral, et donc ce n'est pas remettre qu'un habitat qui ressemble à un habitat dans lequel ces petits poissons ou ces petits crustacés vont pouvoir y trouver leur compte, c'est aussi réfléchir à ces services écosystémiques et qui sont, j'allais dire, plus complexes finalement que juste de ressembler à un animal marin quel qu'il soit. Donc on est plus que sur de l'habitat, on est sur un habitat fonctionnel qui va redonner des fonctions écologiques qui ont été démontrées, enfin les projets de recherche, parce que ça nécessite beaucoup de suivi, de recherche avec les universités locales d'ailleurs, l'université de Perpignan en particulier, donc on est toujours en Occitanie, qui permettent de démontrer le gain écologique que va apporter nos solutions d'habitat sur le milieu. Très bien, merci. Alors, contrairement à la restructuration d'une fonction écologique d'un habitat marin, Caroline Boquet, quand on parle de nettoyage auto, le biomimétisme, j'allais dire, il est moins évident peut-être à saisir. Donc, comment est-ce qu'on peut s'imprégner concrètement de cette stratégie de biomimétisme quand on agit dans un secteur qui est aussi éloigné que celui de l'automobile ? On a évoqué la fourmi. Une des valeurs principales, moi je rappelle, Syneo, c'est une société d'insertion avant tout. Et la fourmi, qu'est-ce qu'il y a de plus solidaire que la fourmi dans le monde du vivant? Et effectivement, la solidarité, c'est quelque chose qui est très fort chez nous. Et vous évoquiez notamment les fourmis déviantes. Et nous, aujourd'hui, on va aller vraiment beaucoup interroger le terrain
Et on va regarder le terrain, et on va s'occuper du terrain pour justement écologiquement voir, parce qu'on utilise bien sûr des produits bio pour nettoyer nos véhicules. On n'utilise pas d'eau, on fait un traitement sans eau, mais on va aussi écologiquement voir qu'est-ce qui est écologique pour nos salariés et comment on va pouvoir repenser notre modèle pour entretenir la solidarité et apporter plus d'écologie aussi sur nos fonctionnements et sur nos modes de décision. Et donc, au-delà de ça, sur l'économie circulaire aujourd'hui, nous, on est sur un secteur donc, de la mobilité, du transport, qui est un secteur polluant, on va dire. On travaille beaucoup aujourd'hui sur la transition énergétique avec des véhicules hybrides, des véhicules énergétiques. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer raisonnablement que dans un délai de 10 ans, tout le monde va rouler avec une voiture hybride ou une voiture électrique, parce que ça coûte cher, parce qu'on ne peut pas faire des longues distances aujourd'hui confortablement avec un véhicule électrique, et puis parce qu'aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est des batteries qui viennent de Chine, etc. Donc en termes de bilan carbone et écologie, il y a des questions à se poser, et des métaux rares qui sont utilisés. Nous, ce qu'on va faire dans l'économie circulaire, c'est grâce à la confiance qu'on a pu avoir avec nos clients, on est allé encore plus loin. Et aujourd'hui, on propose du reconditionnement de véhicules d'occasion. Là où ce n'était pas possible aujourd'hui pour un concessionnaire de reconditionner un véhicule d'occasion parce que ça coûtait trop cher. Et donc, au bout de 5 ans, le véhicule part à la casse. On a mis en place un système, une usine aujourd'hui de reconditionnement qui va permettre de reconditionner des véhicules, alors bien sûr qui roulent à l'énergie fossile, mais dont on va allonger la durée de vie, 5 ans, 15 ans. Et donc, on a un vrai impact aussi sur l'économie circulaire en reconditionnant du véhicule. On reviendra sur cet aspect plus précis des choses. Ce que vous dites fait écho à votre expérience, Jérôme Audouin, puisque en fait, on nous dit, voilà, aujourd'hui, certains matériaux viennent de Chine ou d'Asie ou lointain. Voilà, pour la fabrication de batteries, ça vient aussi d'Amérique du Sud pour le lithium. Et vous, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, vous produisez en France, mais vous avez dû en passer d'abord par des fournisseurs asiatiques pour gagner la confiance de fournisseurs locaux. C'est un peu paradoxal, mais la frugalité, ça se mérite. Oui, tout à fait, en fait. Bon, au début, il fallait produire beaucoup. Nous, on avait des petites quantités en objectif. Donc, en fait, là, l'Asie nous a permis de passer là-dessus. Et aussi, c'était pour des soucis de financement. Parce qu'on a par exemple des moules de coque. C'est des choses qui sont assez onéreuses. Et au début, on n'était pas en mesure de faire ces financements. Par contre, on fait aussi des sortes de reconditionnement. Et le fait d'avoir tout rapatrié en France, alors sur de nouveaux modèles, on reconditionne quelquefois même avant la construction. C'est-à-dire qu'on va réutiliser des pièces qui sont des pièces dites de réforme, qu'on n'aurait pas pu si on s'était fourni vraiment très loin. Et donc avec ces pièces de réforme, plutôt que de les recycler, on les recycle en les corrigeant et en faisant des tentes qu'on dit de réforme, qui sont des tentes neuves, mais moins chères, et qui répondent au même service. Alors, Cécile Rochette, vous, justement, vous êtes dans ce reconditionnement. Oui, je vois qu'on est tous reconditionneurs à différents titres. À des niveaux tous un petit peu différents. Alors, vous êtes dans un secteur, la téléphonie, où les marques ont parfois été condamnées pour avoir fait de l'obsolescence programmée, oui, comme on la nomme. Oui. Cette création de valeur, j'allais dire, comment est-ce que vous l'imaginez sur des produits qui, par définition, sont promis à une obsolescence, alors parfois programmée puisqu'ils ne fonctionnent plus, et puis parfois aussi parce qu'ils sont passés de mode ou que la technologie n'est plus au goût du jour? Alors en fait, ce qui se passe sur la téléphonie, c'est qu'effectivement, on a les usages des clients. Si on se place du point de vue de l'économie circulaire, ce qui est le plus vertueux dans un premier temps, c'est peut-être de ne pas changer son téléphone si vite qu'on ne l'aurait voulu, qu'on ne l'aurait imaginé, donc de réfléchir déjà avant de changer son téléphone. Le deuxième acte, c'est de le faire réparer, donc la réparation. Le métier d'origine de Smart Sophie Group, c'était de faire de la réparation et de la maintenance, et ensuite on est passé au reconditionnement, puisque finalement on maîtrisait toute la réparation, et il nous manquait juste le circuit de distribution. Donc en 2017, on a créé la marque Smart, pour se mettre à vendre une marque de reconditionné de qualité 100% en France. Alors vous dites la marque Smart, mais en même temps, quand c'est reconditionné, enfin voilà, je ne veux pas faire de publicité
fabricants de téléphones, mais enfin, on achète... De toute façon, chez nous, vous achèterez toujours un Apple, un Huawei, un Samsung, enfin, toutes les marques de fabricants. On ne va jamais vous dire que vous n'avez plus de cet appareil-là. Mais la marque Smart, c'est celle qui porte la qualité du reconditionnement. C'est-à-dire qu'on a une charte avec des points de contrôle, on a du service, du SAV qui est fait 100% en France. C'est ça que recoupe la marque Smart, une garantie. Donc tous ces éléments-là sont ce que vous avez lorsque vous prenez la promesse Smart. Mais vous aurez toujours votre téléphone de la marque que vous préférez, Android ou Apple, selon votre préférence. Merci Bertrand Montfort. On a une question pour vous qui nous vient. En fait, on voudrait que vous répétiez, si vous voulez, ou plutôt que vous donniez la référence exacte du livre que vous avez cité lors de votre première intervention. Prenez le micro parce que sinon on ne vous entendra pas. Pardon. C'est un ouvrage qui a été écrit par Olga Bogatireva, donc qui en fait travaille, qui a créé une société qui s'appelle Biotrees en Angleterre avec son mari. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié les fourmis, notamment en Sibérie avec ses étudiants, et en les identifiant individuellement. Et donc ça s'appelle Biomimétisme et Management. Ça se trouve très facilement sur le web, et je crois qu'il y a même des versions donc français et anglais, donc les deux versions sont disponibles. C'est un peu difficile d'accès parce que elle a poussé très très loin la réflexion sur la modélisation des systèmes, mais ce type de révélation est assez intéressant et frappant. Effectivement, des fourmis qui semblaient être en dehors du coup, dans le mode de fonctionnement habituel de la fourmilière, se révèlent être celles qui déclenchent une capacité à innover. Et je pense que parler de capacité à innover ici à Occitanie Innove, en disant finalement, ce n'est pas en ayant une organisation standardisée, avec une seule tête, avec uniquement les mêmes provenances, qu'on va réussir à transformer une entreprise, une économie, une société. Non, c'est en développant la valorisation de la diversité. Donc je trouve que c'est une leçon qui est extrêmement intéressante et qui doit nous amener non seulement à réfléchir à des innovations technologiques, mais bel et bien à des innovations en matière d'organisation, en matière de gouvernance. Et je pense qu'il y a une clé qui est aujourd'hui absolument indissociable de cette nécessité de transformer la société. Alors, on va revenir avec nos autres intervenants. Je voudrais avoir Gilles Lecaillon sur ce sujet, parce que ça fait donc 17 ans que vous avez créé cette société. Vous en êtes le représentant, puisque voilà, vous êtes le PDG, vous concentrez ce pouvoir. Donc comment est-ce que vous vous y prenez, vous, pour permettre j'allais dire, l'épanouissement de chacune de vos composantes et, j'allais dire, quelque part, permettre à vos ouvriers ou vos ouvrières, quand on parle de fourmis, de briller autant que vous? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 14, puisqu'on est 15, autres personnes d'Écocéan ont le même état d'esprit, voire des fois plus, sur ces problématiques liées à l'économie circulaire ou au développement durable ou au recyclage, etc. que moi. Donc, ils ont ça au sein de leur... je ne pense pas que j'ai été le moteur là-dedans. Ils sont arrivés avec cet engagement personnel. Après, de travailler dans Écocéan, pour certains depuis plus de 10 ans, et même beaucoup plus, ça c'est sûrement motivant. En tout cas, moi, ça me motive, mais ça motive aussi sûrement l'équipe, dans la mesure où chaque chose que l'on fait, chaque innovation que l'on fait, parce que, comme l'a dit Bertrand, l'innovation, c'est plus qu'important. En tout cas, c'est le moteur d'Écocéan. Ça fait 17 ans qu'on innove. Ce qu'on faisait il y a 17 ans, c'est plus ce qu'on fait aujourd'hui. Et on est constamment en train d'innover. Donc, cette innovation sur des problématiques liées à l'environnement marin. Alors moi, on est 15 personnes, il y a 9 plongeurs par exemple, donc on est très liés par le même écosystème, on va dire, ou la même passion de l'écosystème. Après, ce qui continue à motiver les équipes, c'est qu'on continue à innover et on continue à chercher. Tout à l'heure, vous parliez de reconditionnement. Nous, on est sur l'utilisation de déchets, en fait. Alors, de déchets biologiques, donc des coquilles d'huîtres en l'occurrence, ou de l'acier, ou donc tout ça, et on essaye d'utiliser, enfin de valoriser, de trouver des solutions économiques, parce qu'on on est une société, nous, on est une SAS à but lucratif, j'allais dire. Enfin, il faut payer les 15 salariés. C'est vraiment de trouver des solutions qui soient économiquement viables et qui permettent de contenter un client. Donc aujourd'hui, on se rend compte aussi que de plus en plus de clients sont demandeurs de
de solutions qui ont intégré l'économie circulaire ou le développement durable, quoi. On va y revenir. Cécile Rochette, je vais voir avec vous sur cette organisation. Vous nous avez dit... pardon. Oui, excusez-moi. Pardon. Cécile Rochette, je voulais m'adresser à Caroline Boquet. Je vous prie de m'excuser. Oui, c'est ça, vous ressemblez beaucoup. Caroline Boquet, pardon. Voilà, vous êtes une entreprise d'insertion. Quel type de public embauchez-vous? Parce que l'image qu'on peut avoir d'une entreprise d'insertion sont personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui parfois peuvent être amenées à ne pas forcément venir le lendemain matin sans qu'on sache réellement pourquoi. Et ça aussi, c'est un management particulier à mettre en œuvre. Oui, tout à fait, effectivement. Donc nous, on est aujourd'hui 65 personnes, on a 24 personnes donc en insertion. C'est effectivement des personnes qui ont quitté un moment l'emploi pour des raisons diverses et variées et pour lesquelles il faut revenir et trouver un intérêt à l'emploi. Donc effectivement, on va travailler avec eux des projets professionnels, donc avec notre conseillère d'insertion, pour qu'ils puissent au terme d'une durée de 2 ans retrouver un emploi qui leur plaît. Mais pendant cette période, et pour pouvoir réaccrocher au marché de l'emploi, il faut donner du sens, effectivement. Et on parlait d'écosystème, et je crois que c'est ça aussi, c'est de remettre la personne dans son écosystème et en quoi le monde du travail et ce qu'on va pouvoir mettre en avant va permettre de créer de la coopération en dehors de son système professionnel. Comment il va se réinsérer sur son territoire, comment il va retrouver du sens globalement dans toute sa vie au-delà du professionnel. Alors, je reviens vers vous, du coup, voilà, Cécile Rochette. Oui. Sur Smart Sophie Group, oui. Là, le sens, il a été trouvé par les managers parce que c'est une société qui a failli disparaître. Tout à fait. Et qui a été reprise donc par une poignée de salariés cadres de l'entreprise. Donc quand on parle des fourmis, alors évidemment si on leur dit que c'est les divergents, où ils vont peut-être pas être très contents, mais en fait on est vraiment sur l'idée que l'entreprise qui appartenait à un groupe international était vouée à disparaître parce que le site n'était pas considéré comme rentable depuis une vision qui n'était pas du tout locale. Et donc les 6 anciens cadres ont décidé de reprendre la société et donc de relever le défi de se dire réparer de l'électronique et des équipements télécoms électroniques en France sur un territoire, on peut créer de la valeur avec ça. Donc pour nous, ça a été le premier virage stratégique vraiment clé dans l'histoire de l'entreprise, de croire au travail local, au travail en proximité, et de reconstruire ça et de travailler d'abord, du coup, si on parle de modèle économique, en mode prestation de services. On maintient et on répare pour d'autres les différents équipements électroniques, petit à petit de plus en plus de smartphones, etc. Et ensuite, ça nous a amené donc en 2017 à ce moment de dire, puisqu'on fait toute une partie du travail technique, pourquoi ne pas habiller le tout avec une marque et aller jusqu'à la commercialisation? C'est le moment Smart qui a été là-dessus. Je reviens sur la réparation, parce que la réparation, elle n'est pas seulement sur les téléphones, elle s'est faite aussi humainement, parce que la société comptait à l'époque quelques dizaines de salariés qui avaient perdu leur emploi, tout simplement. Oui. Donc ils ont réembauché, en fait, ils ont réembauché les anciens salariés de l'entreprise et ils ont créé derrière 65 emplois. Donc on est quasiment une centaine sur le site aujourd'hui. Donc dans l'entreprise, on sait ce que veut dire maintenir et créer de l'emploi sur un territoire. Il s'agissait de réparer la communauté aussi, quelque part. Voilà. Et aussi, du coup, il y a un programme donc, qui nous permet de former des gens en proximité aussi, puisque finalement, le travail de réparation et d'expertise, il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Donc nous, on a une petite académie, une formation en interne qui permet de préparer les gens à ce métier-là, sachant qu'on peut devenir réparateur de smartphones assez facilement et c'est accessible soit à des gens qui n'ont pas fait un gros parcours d'études ou même à des gens dont ça va être une deuxième, troisième vie professionnelle assez âgés qui vont pouvoir vraiment prendre en main le métier parce que les qualités qu'on va rechercher sont plutôt des qualités de précision, de concentration et de calme, par exemple, pour pouvoir travailler de manière très minutieuse et on n'a pas forcément au départ besoin de gens qui ont un gros bagage pour appréhender ce métier-là. Donc c'est aussi permettre de développer des compétences qui vont pour certaines arriver chez nous mais qui vont faire peut-être aussi des gens qui vont créer leur propre activité de réparation ailleurs en France, pourquoi pas. Jérôme Audouin, dans votre société, c'était une autre problématique. Autant donc chez Smart Sophie Group, il s'agissait de réparer une communauté professionnelle. Chez vous, il s'agit de créer une communauté d'utilisateurs. C'est en tout cas ce à quoi vous vous attelez aujourd'hui. Oui. Alors, ça se fait aussi un peu plus facilement parce que
les gens qui utilisent une hussarde, ils ont souvent envie d'en parler. Ils partent avec des amis. Aujourd'hui, nos premiers prescripteurs, c'était souvent nos clients. Mais aujourd'hui, effectivement, on s'appuie sur cette communauté pour essayer de donner que les hussardes soient plus employées, comme elles sont facilement réparables. Et aujourd'hui, nous, le SAV, ça se fait par téléphone. On envoie un kit s'il y a besoin. Et même bien souvent, le client, il l'a réparé tout seul avant. Il veut juste savoir s'il l'a fait comme il faut. Et donc aujourd'hui, nous, la vocation qu'on essaye de faire, c'est que ces hussardes, elles soient employées souvent. Donc on voyait qu'il y avait déjà des propriétaires qui les prêtaient ou qui les louaient. Donc on s'est appuyé aussi sur un réseau de loueurs, parce que habituellement les tentes de toit, ça se loue pas facilement, parce que c'est long à installer. Après, effectivement, c'est un peu une chambre à coucher que l'on loue. Donc là, nous, c'était tout à fait possible. Donc on s'appuie sur un réseau professionnel et on permet aux particuliers, via notre site, de se mettre en relation. Et après, on va essayer d'ouvrir un peu plus cela, mais c'est la simplicité de nos produits qui permet cet usage et de s'appuyer sur nos clients. Vous voulez créer une espèce de Airbnb de la tente de toit, c'est ça? Peut-être, ça serait bien. Bertrand Montfort, il y a un caractère commun qui revient à ces différentes expériences entrepreneuriales, c'est le côté, je vais utiliser un terme qui remonte à mon cours de biologie de 6e, mais un côté grégaire. Finalement, il y a cette volonté de fédérer une communauté autour de soi. Alors une communauté de salariés, une communauté, j'allais dire, de personnes qui avaient été exclues du groupe, et puis une communauté nouvelle, en créant entre guillemets une nouvelle société, et puis sinon recréer aussi des sociétés qui avaient dû quitter leur habitat parce qu'elles étaient interdites de séjour finalement. Oui, enfin, l'instinct grégaire est une des caractéristiques humaines, même si cet instinct est associé aussi à un instinct de propriété sur le territoire, peut-être de rivalité, je ne sais pas, je ne suis pas du tout anthropologue ni paléoanthropologue, mais je pense qu'on peut par exemple trouver des réflexions sur l'émergence d'Homo sapiens par rapport à Homo neanderthalis, où la question se pose encore, il y a eu d'autres espèces du genre Homo qui étaient contemporaines de notre espèce, qui ont disparu. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a probablement, au-delà du côté grégaire, un esprit de conquête dans notre espèce qui peut-être se retourne aujourd'hui contre nous. Et donc, il y a véritablement une réflexion à mener sur quelque chose que Pablo Servigne et Gauthier Chapelle ont nommé la loi de l'entraide. Donc l'entraide, l'autre loi de la jungle, c'est un livre que je recommande et qui met en évidence de manière flagrante à quel point, dans la biosphère, c'est davantage l'entraide que la compétition qui ont permis aux espèces d'évoluer et qui ont permis même à la vie de prospérer. Et je vais remonter, j'espère que ça ne dépassera pas le champ de la compréhension immédiate, mais toutes les cellules des êtres vivants sont bâties sur le même modèle. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui s'est produit au tout début, à l'apparition des organismes unicellulaires. Les premières cellules à noyaux sont le résultat d'un assemblage entre espèces différentes. Les unes avaient la capacité de stocker de l'information, elles ont constitué les noyaux avec ADN. Les autres étaient capables de gérer efficacement l'énergie chimique pour pouvoir entretenir les processus chimiques dans la cellule. Ça a donné les mitochondries, d'où ce qu'on entend aujourd'hui dire à propos de l'ARN, adénosine, qui est les ARN messagers, qui sont un système complémentaire à la génétique de l'organisme qui détenait l'information de l'espèce. Et puis il y a autre chose, il y a ce qui chez les plantes permet de réaliser la photosynthèse, donc qui va permettre une respiration, un apport d'énergie externe. Mais de la bactérie à nous, il y a finalement une communauté fondamentale, donc on est quelque part grégaire, et cette solidarité entre espèces, on l'a un peu perdu de vue, notamment depuis Descartes, qui disait l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Grave erreur, et tourner le dos à la nature n'est assurément pas une bonne façon d'assurer sa survie sur le long terme. Donc il y a tout un concept autour de cette notion de groupe qu'on doit absolument voir au-delà de notre seule espèce, au-delà de notre société,
et bien évidemment dépasser le niveau individuel, et ça c'est crucial. Alors Gilles Lecaillon, justement, puisque vous êtes d'une espèce, la PME de 17 salariés, qui va frayer, pardonnez-moi l'expression, avec des requins du CAC 40, puisque vous avez pour partenaires des sociétés comme Engie ou comme ArcelorMittal. Alors on se dit... Quoi, ArcelorMittal, donc un aciériste, une industrie qui est extrêmement gourmande en énergie, qui trouve comme partenaire une société comme la vôtre. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ces sociétés? Vous avez parlé tout à l'heure de déchets d'acier, c'est précisément valoriser ce qui est considéré aujourd'hui comme un déchet, qui ne l'est peut-être pas pour tout le monde? Exactement. Alors, c'est une bonne question. Disons que donc, nos clients, ce n'est pas que des partenaires, c'est des clients, donc on a des collectivités, mais on a aussi des grands groupes industriels que vous venez de citer, comme Engie, Arcelor. Alors, ce qu'on a cherché à chaque fois à faire, c'est qu'on vient de le dire, on est tous dans la même galère, j'allais dire, ou dans la même communauté. Et donc, moi, je ne regarde pas les gens en leur disant « ça, c'est les pas bons et ça, c'est les gentils ». J'essaye de trouver, alors les gentils, je les connais. Il y a chez les gens qui sont considérés comme des méchants, en fait, il faut trouver les gentils et venir, j'allais dire volontairement un mot négatif, gangréner les méchants avec des gentils pour qu'à l'intérieur, ça puisse percoler et arriver jusqu'en haut de ces grosses structures qui sont monumentales pour leur faire aller dans le bon sens. C'est le pays de Candie, en fait, que vous êtes en train de nous décrire. Pardon ? C'est le pays de Candie que vous êtes en train de nous décrire. Non, il faut du temps pour y arriver. Et, disons qu'il y a dans ces structures dont je suis d'accord, bien souvent, certaines dirigeants s'en foutent un petit peu de la biodiversité. En fait, il y a des gens que ça intéresse et il faut leur démontrer qu'ils ont un intérêt à s'en accaparer. Ils ont aussi intérêt à... Donc, il faut leur expliquer, il faut trouver des bons arguments pour leur montrer que la biodiversité, aujourd'hui, même s'ils ne sont pas obligés de la mettre en œuvre, parce que c'est le cas en milieu marin, on n'est pas obligé. Donc, tous mes partenaires, tous mes clients font de la biodiversité de manière volontaire. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire que c'est bien parce qu'on a trouvé les bons arguments et parce qu'ils ont voulu le faire. Ils ne le font pas pour se faire... alors, certes, pour l'image, ils le font, mais ils ne le font pas parce qu'ils sont obligés de le faire ou parce que s'ils le font, ils vont pouvoir dégrader plus. Là, on est extrêmement vigilant là-dessus et ce n'est pas du tout ça qui se passe. Quand vous avez Engie qui va faire des éoliennes offshore pour créer de l'énergie verte, moi, personnellement, si on veut de l'énergie décarbonée, je trouve que c'est une bonne idée d'aller faire de l'énergie en mer, avec le vent. Donc, ces structures qui vont être en mer, plutôt qu'elles n'aient aucun rôle écologique, si on peut leur donner un rôle écologique, tant mieux. Tant mieux pour qui? Tant mieux pour l'environnement, tant mieux pour le pêcheur, donc c'est très social. Tant mieux pour Écocéan, parce que si on va vendre de la prestation, on va vendre des solutions techniques, on va innover, donc on va créer de l'emploi. Donc, moi, j'essaye de voir le côté positif des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas le côté négatif, mais il y a des gens qui s'en occupent du côté négatif. Moi, j'essaie de m'occuper du côté positif. Donc, pour un partenaire comme Engie, voilà l'exemple. Et pour un partenaire comme ArcelorMittal, qui produit du CO2, tout ce qu'on veut, ils ont des millions de tonnes de matériaux que je trouve hyper intéressant d'utiliser en milieu marin. Sauf que c'est un déchet. En France, on n'a pas le droit de le faire. Et ben, moi, je vais essayer de trouver la... Voilà. On va préciser, voilà, c'est un déchet. C'est-à-dire que on est sur quelque chose, vous parlez en termes de normes, on le considère aujourd'hui comme un déchet, sauf que s'il était utilisé différemment, ça ne le serait pas forcément. Allez-y, continuez. Oui, c'est ce qu'on appelle des laitiers d'acéryle convertisseurs. En fait, c'est une lave, c'est une roche artificielle et on en produit, enfin la France en produit, enfin tout le monde entier en produit. En fait, c'est des roches qui sont lourdes, c'est de la roche. Et moi, je vois cette roche qui, de mon point de vue, a un rôle écologique en milieu marin. Aujourd'hui, pour nous protéger, nous, êtres vivants sur le littoral, on va péter des montagnes avec de la dynamite. On prend des gros cailloux, qu'on met sur des camions bien lourds, on roule sur des routes, on vient à côté de la mer, on les prend avec une barge et on vient les mettre en mer pour nous protéger de la mer, du montée des eaux. Bon, ben, ces roches artificielles qui sont toutes en bord de mer, puisque généralement les aciéries sont en bord de mer, si elles ont un rôle écologique où elles captent du CO2, donc ce n'est pas fait pour compenser l'impact de la création de l'acier. Non, mais cette roche, elle est là, il y en a 17 millions de tonnes à Fos. Si on peut lui trouver un rôle écologique en réduisant l'impact d'aller péter des montagnes, alors peut-être que les carriéristes, ou les gens qui font des carrières, les exploitants de carrière, vont pas être contents de ce que je dis. Mais en fait, moi, mon but, c'est pas de rendre les gens contents ou pas, c'est que ArcelorMittal a un produit que je trouve intéressant, qui est effectivement un déchet, et c'est ArcelorMittal. Ben, ArcelorMittal, c'est ArcelorMittal.
On fout que ce soit ArcelorMittal. Si écologiquement ça a un rôle, si on peut réduire la destruction des montagnes pour aller nous protéger de la mer en utilisant ce matériau et qu'en plus il a un vrai rôle écologique parce qu'il va précipiter le carbone, donc ça va favoriser les animaux, le carbonate, les animaux avec du calcaire dans eux, tant mieux. Donc moi, mon but, c'est d'avoir cette idée-là, de trouver le financement, de faire un projet de recherche avec des chercheurs. On a l'Ifremer, on a tout ça, tout est blindé. Et s'il y a un rôle écologique, eh ben nous, on sera amené à utiliser ce matériau plutôt que d'utiliser du béton. Voilà. Alors, donc il y a du bon partout, même chez ArcelorMittal, j'allais dire. Voilà, on va préciser, l'usine dont vous parlez, c'est celle qui se trouve à Fos-sur-Mer, donc dans la région d'à côté, mais et qui se trouve à 30 km du département du Gard, à l'extrême-orient de la région Occitanie. Vous vouliez ajouter quelque chose, Bertrand Montfort ? Oui, merci de me donner la parole, parce qu'il y a un vrai problème au fond de la mise en œuvre de l'économie circulaire. Il y a la définition du déchet. Et la définition du déchet, ça remonte à 1975 notamment, la notion d'abandon, la notion de propriété de quelqu'un qui a l'intention d'abandonner quelque chose. Et puis cette loi de 75, elle a été renforcée par la loi de 92 sur les déchets ultimes, qui dit, il y a ce qu'on doit recycler et puis ce qui doit absolument être enfermé, qui n'a plus d'intérêt ou qui ne peut pas être valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment. Alors déjà, c'est quelque chose qui peut évoluer. Mais ce que je veux dire, c'est que cette réglementation n'a pas son équivalent pour mettre en œuvre la circularité, qui consiste à sortir de son statut de déchet un matériau qui pourrait être utile en économie circulaire. Et là, c'est exactement ce que dit Gilles Lecaillon, c'est que, oui, on n'a pas le droit de le faire. Donc il y a un problème de changement de statut, et là, c'est véritablement quelque chose sur lequel le législateur devrait absolument travailler, parce que faire une loi sur l'économie circulaire, c'est une chose. Modifier la notion de comment gérer le statut de déchet et repasser sur de la matière première pour aller vers l'écologie industrielle, c'est autre chose. Alors, Caroline Bocquet, c'est un problème un petit peu différent, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on met du temps finalement à reconditionner une voiture qui n'est plus utilisée, parce qu'il y a des offres de reprise pour favoriser les achats de véhicules neufs. Voilà. Les garages, les concessionnaires n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps de s'occuper de ça, ce qui fait que finalement, au bout de 5 ans, la voiture devient un rebut. Vous, le but, c'est précisément de faire en sorte que la voiture ne devienne pas un rebut en la reconditionnant le plus rapidement possible. C'est ça un peu le principe ? Tout à fait. C'est en diminuant effectivement le coût du reconditionnement qu'on va permettre de trouver un équilibre qui va permettre de prolonger la durée de vie du véhicule. Mais c'est ce que vous dites aussi très bien. C'est un changement de statut, mais c'est aussi un changement de posture. C'est est-ce que je considère que c'est un déchet ou est-ce que je fais un pas de côté pour me dire... Et cette matière, qu'est-ce que j'en fais ? C'est exactement ce que disait aussi mon interlocuteur avec ces pierres d'Arcelor. C'est OK, ça peut être vu comme un déchet, mais si je fais un pas de côté, comment je vais l'intégrer à mon écosystème et comment je vais pouvoir réfléchir sur l'usage, comment je vais pouvoir aller sur la coopération pour que finalement, ce qui est déchet pour l'un peut être ressource pour l'autre. Dans un système qui va aussi vite que celui de la téléphonie mobile, où on nous invite, où on nous incite à changer régulièrement de téléphone, pour vous, là où c'est crucial, c'est autant une voiture, on a un système de reprise qui est assez bien organisé, parce que les offres de reprise, on les connaît, parce qu'il y a un circuit finalement avec le temps qui s'est assez bien organisé de façon formelle ou informelle. Pour ce qui est des téléphones, beaucoup de personnes finalement les mettent quelque part dans un tiroir, et puis quand on déménage, on redécouvre son vieux téléphone. Chez vous, le caractère crucial, il est également j'imagine en tout cas, oui, dans la rapidité que vous avez à capter une ressource qui est reconditionnable, non ? Tout à fait, parce qu'en fait, effectivement, dans la téléphonie, ce qui va être différent des voitures, c'est que les cycles, il y a une telle émergence d'innovation, et alors parfois des innovations qui n'en sont pas, mais une sortie de nombre de téléphones qui se renouvellent très très fréquemment. Donc nous, on sait que globalement, pour nous, un téléphone qui a plus de 4-5 ans, sur le marché, on a un genre d'Argus en fait en interne des téléphones, et on sait qu'au bout de 4-5 ans, la valeur va être vraiment beaucoup obérée déjà, et la valeur va être très très limitée sur le marché. Donc en fait, pour nous, il est crucial de pouvoir récupérer les téléphones suffisamment vite, parce que si on les récupère des téléphones très anciens, notre job ne va être qu'un intermédiaire, on va les envoyer au recycleur qui lui va faire le travail de recyclage. Donc pour nous, l'enjeu, et je pense de manière générale avec la loi AGEC, l'enjeu c'est vraiment de favoriser le réemploi
Alors nous, on va faire... La loi AGEC, pardon, excusez-moi. La loi sur l'économie circulaire qui vient de sortir début 2020, et donc qui insiste sur le fait que l'objectif n'est pas tant de capter des millions de téléphones qui sont dans les tiroirs que de ceux qu'on capte, de mieux les réemployer, réutiliser. C'est de capter les bons, en fait. C'est ça. Alors, c'est de capter, c'est de trouver les bons circuits. C'est-à-dire, sur les téléphones que je récupère, la meilleure chose que je puisse faire, c'est de lui donner une deuxième vie en tant que téléphone, donc d'en refaire un téléphone normal. Ensuite, le deuxième niveau, c'est de pouvoir le mettre en réutilisation, c'est-à-dire prélever des pièces détachées. Et avec 6 téléphones du même modèle, j'en fais un neuf parce que je vais avoir les pièces détachées de ces différents produits. Donc là, c'est la réutilisation. Je ne donne pas une vie en tant que téléphone, mais j'ai des pièces détachées. Et le dernier step, c'est le recyclage, où là, les recycleurs, nos partenaires qui sont agréés écosystème, eux, ils vont faire en sorte de démanteler le produit, ce qui est un boulot dingue parce qu'un téléphone, c'est hyper complexe comme matériau à démanteler. Et ils vont récupérer les matériaux et essayer de donner une deuxième vie aux matériaux. Eux, c'est ça leur travail. Il y a des terres rares, il y a de l'or, il y a de l'argent. Mais sur lesquels il faut de la fonderie, il faut des choses très lourdes pour faire du recyclage. Donc nous, ce n'est pas notre métier. Nous, on travaille sur le réemploi et la réutilisation. Et ensuite, on envoie au recyclage. Et l'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'augmenter le pourcentage de produits réemployés qui ne traînent pas, effectivement, comme vous dites, dans les tiroirs trop longtemps. Alors, Jérôme Audouin, vous, le problème, c'est un peu le même, mais il est aussi complètement différent. C'est-à-dire que autant le téléphone portable, on est trop souvent dessus, autant dans sa tente, on n'y est jamais assez. Et justement, l'objectif, c'est d'acheter un produit pour qu'il soit usé, finalement, de plus en plus et davantage. C'est que, contrairement à une brouette que tout le monde, pareil, on achète une fois parce qu'on en a besoin un week-end et puis ensuite elle traîne au fond du jardin, c'est qu'il ne soit pas réservé le même sort à sa tente. Oui, complètement. Alors, en plus, on va dire que la tente... Moi, je l'ai utilisé très tôt, parce que j'avais une Hussard de la numéro 27. Et honnêtement, partir en tente, c'est vous vous apaisez et vous faites autre chose, vous êtes plus proche de votre famille. On part avec quelque chose qui est minimaliste, c'est bien qu'il y en ait d'autres qui puissent s'en servir. Et comme c'est un outil, c'est beaucoup plus simple à la rigueur qu'une voiture à prêter. Les gens ne conduisent pas de la même façon. Nous, l'emploi de la tente, il est intuitif. Et tout le monde peut aller se faire plaisir avec dormir dans la nature un soir, une semaine. Alors, dans la mesure où on n'est pas sur un marché de masse, contrairement à l'automobile ou à la téléphonie, est-ce que vous avez organisé votre propre service après-vente ? Alors oui, on fait le service après-vente. Alors je vous disais, c'est qu'on a fait attention à ce que les tentes elles soient réparables et facilement. C'est pour ça que quelquefois on ne voit même pas passer si jamais il y avait un souci parce que le client il a même de le faire tout seul. Mais oui, on s'occupe du service après-vente. Bertrand Montfort, je vois prendre des notes. Oui, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est présent en filigrane dans ce que disent les 3 autres participants. Les 4, pardon, Gilles, c'est la notion de fonction. D'ailleurs, Gilles parle de ça et dit, moi je ne fais pas de la restauration écologique. Il dit, moi je restaure les fonctions écologiques. Finalement, la création de valeur, elle est où ? Dans un système capitaliste classique, on fabrique des produits, on les vend et les personnes qui les ont chez eux ne vont pas forcément les utiliser tout le temps, d'où quelque part un décalage entre la valeur potentielle que ce produit pourrait fournir et la valeur effective qui est utilisée par le détenteur du produit. Donc on a finalement une possibilité de développer une économie qu'on appelle économie de fonctionnalité qui consiste à se concentrer sur l'utilisation de la valeur potentiel d'un produit pour transporter, pour téléphoner, pour aller en vacances, mais dans une optique d'isoler le service, c'est-à-dire quelque chose de relativement immatériel, du produit dont l'entretien, dont la pérennisation, dont le maintien des fonctions sur le long terme est une affaire de spécialistes. Et c'est pour ça que finalement vous êtes obligé d'avoir cette spécialité technique qui s'acquiert. Et de la même manière, pour rendre un véhicule utilisable sur le long terme, eh bien, il faut une compétence que l'utilisateur n'a pas. Et donc, il y a une voie qui est intéressante, et là aussi, on est sur, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se concentrer davantage sur les fonctions ? Parce que les fonctions, elles ne disparaissent pas, ça ne fait pas de déchets, les fonctions. Ce qui fait des déchets, c'est les produits qui permettent d'obtenir ces fonctions. Donc, ça me semble être finalement un complément de réflexion utile sur l'économie circulaire. Est-ce qu'on fait circuler des produits qui changent de main
ou est-ce qu'on met en œuvre des produits qui rendent des services à différentes étapes, mais qui restent la propriété du fabricant, qui lui, du coup, peut assumer une responsabilité globale sur l'ensemble du cycle de vie du produit? Ça nécessite une organisation de filière. Allez-y, oui. Sur la téléphonie, il y a peut-être quelque chose d'un peu particulier que nous on a constaté, parce que la fonctionnalité en téléphone, c'est déjà un modèle économique qui est utilisé depuis longtemps, puisque les opérateurs, ça fait des années qu'ils vous vendent un abonnement qui comprend, et justement, en fait, qui vendaient un abonnement qui comprend le téléphone et le réseau. Mais les formules où les gens peuvent acheter séparément le téléphone et leur abonnement opérateur maintenant se développent beaucoup. Donc il y a de plus en plus de gens qui préfèrent acheter vraiment le téléphone et payer l'abonnement à l'opérateur séparément plutôt que d'acheter un engagement sur 3 ans dont on ne sait pas trop à quoi il nous mène, à quoi il nous lie. Et donc il y a un recul là-dessus, mais nous, ce qui est intéressant... C'est aussi, si je peux me permettre, le prix des produits qui a fait ça, parce que avant les smartphones, c'est-à-dire avant 2012, les opérateurs de téléphonie disaient tous les 2 ans, vous renouvelez votre abonnement, vous pouvez changer de téléphone, vous avez le téléphone pour 1 € grosso modo. Et puis sont arrivés ces produits qui coûtent extrêmement cher, beaucoup trop cher, et c'est à partir de ce moment-là que les offres ont été un peu dégroupées aussi. Mais par contre, en fait, ce qu'on constate, c'est de plus en plus de gens préfèrent réacheter leur téléphone, et en fait, les gens se rendent mieux compte de la valeur du téléphone, et on a, depuis que les gens achètent de plus en plus eux-mêmes leur téléphone, ils le conservent plus longtemps. Il y a 2-3 ans, la durée de vie moyenne d'un téléphone, les gens gardaient leur téléphone en moyenne 1 an et demi, maintenant c'est plutôt 2. Donc moi je pense qu'il y a quand même quelque chose aussi psychologiquement de savoir la valeur de l'objet qu'on a dans ses mains, alors que quand on fait que ça c'est une difficulté des modèles économiques, je trouve. Je ne dis pas que c'est pas intéressant à étudier, mais pour que les gens fassent attention à un produit et à sa valeur, parfois ça brouille un petit peu les repères. Ça, c'est la limite. Gilles Lecaillon, vous êtes sur un produit qui est innovant par nature. Il y a quelques acteurs, vous avez quelques concurrents évidemment qui sont sur le même segment que vous. Donc, comment est-ce que vous financez votre recherche et développement, et comment est-ce que vous avez été accompagné? Parce que voilà, vous avez une société qui est installée sur votre secteur, mais ce n'est pas forcément évident d'aller taper à la porte de l'usine de Fos ou à la porte du directeur de la direction des énergies renouvelables d'Engie pour dire « coucou, j'existe ». Et surtout, je fais quelque chose de pertinent. Comment est-ce que se passe votre accompagnement? Alors, je vais répondre à la question, Guillaume. Juste avant, je voudrais juste réagir sur l'économie de la fonctionnalité, parce que c'est très, très, très important. Parce que le jour où j'ai lu un document que Emmanuel Delannoy, là, qui est chez Picaya, avait rédigé sur l'économie de la fonctionnalité, justement, je me suis dit, putain, c'est précisément le nom en fait, de ce que l'on fait. C'est-à-dire que j'avais découvert le nom, c'est comme économie circulaire, on faisait ça. Et en fait, ce qui est important, c'est que si on vend un produit, donc quel qu'il soit, la grosse différence entre nous et nos concurrents, c'est que les concurrents vendent un produit, et nous, on vend une fonctionnalité écologique sur 4 ou 5 ans, justement parce que les meilleures personnes, et pour s'assurer que ça fonctionne, donc il y a toujours l'efficacité écologique, et qu'à la fin, ce ne devienne pas un truc qui reste au fond d'un port que personne ne regarde, et donc ça devienne un déchet, on impose à nos clients qu'on le récupère. C'est nous qui le récupérons parce qu'on le recycle, etc. Et donc, comme ça s'use, ça repart. Il faut que tout ce qui soit à l'intérieur de nos produits soit recyclable. Donc, les coquilles, elles repartent dans la mer ou chez la personne qui gère les coquilles, et l'acier, elle repart à la fonderie pour refaire de l'acier. Donc ça, c'était juste que chez nous, l'économie de la fonctionnalité fait partie du modèle économique et que ça fonctionne très bien. Et on se rend compte que même si les collectivités ou nos clients, ils avaient du mal au début avec ça, aujourd'hui, ils ont intégré. Et si on parle de biodiversité, ce qui est notre cas, on ne peut pas vendre quelque chose sur 20 ans. Aujourd'hui, ça n'existe pas, quoi. Bon, enfin, voilà, c'était juste pour revenir sur ce point-là. Et par rapport à la recherche et développement que l'on fait, j'allais dire, les directives européennes qui ont été mises en place, quand même, pour voir un peu le bon côté des choses, encore une fois. Il y en a une qui s'appelle la directive 4 pour stratégie pour le milieu marin, qui est sortie en 2008, donc c'est pas récemment, mais elle avait donné un objectif à tous les pays membres d'atteindre un bon état écologique des masses d'eau côtière, finalement, donc l'endroit où on était. Et donc, depuis cette date, donc à partir de 2010-2011, le temps que ça commence à atteindre, ça percole sur les ministères et les gouvernements, on a déjà obtenu des fameuses transpositions, comme on dit. Voilà, des financements, alors que moi, je suis de 2003, puis j'ai fait d'autres boîtes avant qui avaient à peu près le même sujet, on n'a pas eu un copec de financement, on a commencé à avoir des subventions. Des subventions qui nous ont permis de faire des projets de recherche,
des projets qui ont permis de démontrer que ce que l'on faisait avait un rôle écologique, pardon. Et donc, ça nous a permis je pense qu'il faut d'avoir des sites vitrines, enfin, des sites sur lesquels on venait montrer que ça fonctionnait. Et donc, après, j'allais dire, on n'est peut-être pas trop mauvais en communication, on a entendu parler de ce que l'on faisait, et peut-être l'expertise d'Ecocéan, ça a été d'aller rencontrer ces groupes-là, quelques-uns, parce qu'aujourd'hui, ils nous appellent, hein, enfin, les deux derniers dont on parle, là, ArcelorMittal et Engie, c'est eux qui nous ont contactés, c'est pas nous qui les avons contactés. Mais ça, c'est maintenant, il y a 5 ou 8 ans en arrière, il fallait vraiment qu'on aille les chercher pour leur expliquer qu'il y avait un intérêt à penser biodiversité. Donc, on a, il faut le reconnaître, obtenu des aides, des subventions pour développer des solutions innovantes, pour démontrer qu'on avait un rôle écologique, mais notre modèle économique n'est pas basé sur ces subventions. Nous, on a 30% à peu près de notre chiffre d'affaires qui est réintroduit. D'ailleurs, par rapport à ça, on est une société privée, mais aucun de nos actionnaires ne reçoit un copec de royalties. Tout est réinjecté dans la société pour développer des solutions innovantes. Donc, en investissant, donc au début, on avait 0 de fonds propres. On nous disait, mais il vous faut des fonds propres pour avoir de l'argent. Donc, c'était toujours la même rengaine. Après, on a commencé à avoir un peu de fonds propres. On a commencé à avoir des subventions qui ont généré des produits que l'on a pu commercialiser, et la boucle a commencé. Et en fait, ça s'est fait aussi très doucement. Hein. Nous, ça fait 17 ans qu'on existe, ça fait 5-6 ans qu'on est rentable, qu'on est une quinzaine de personnes et qu'on vient nous chercher, aussi bien en France par des grands groupes comme ça, qu'à l'international également, parce que en fait, notre marché n'est pas du tout... Je vous coupe, mais pour mieux vous relancer, Gilles, vous avez parlé de 30% de R&D, c'est ça? C'est 30% de votre chiffre d'affaires qui est consacré à la R&D. Rappelez-nous juste en 2 mots quel est peut-être votre chiffre d'affaires, ça permettra de donner une idée de la somme que vous consacrez. 1,5 million, 1,3 million c'était l'année dernière, enfin on tourne autour d'1,3 million, 1,5 million, donc c'est à peu près 300 000 euros, 350 000 euros en fonds propres qu'on injecte chaque année, ou bien en temps passé aussi, parce qu'on a une quinzaine de personnes, on a des gens qui font des projets voilà, on les commercialise, on vient mettre en place des solutions, on vient faire la maintenance, mais aussi on a des gens qui travaillent parce qu'ils développent des solutions. Et l'interférence, le partenariat avec les grands groupes, c'est aussi en leur disant, ben voilà, moi je vais développer cette solution-là, si ça vous intéresse, vous allez m'aider à la développer, mais vous allez m'aider financièrement à la développer. Donc ArcelorMittal, Engie, ils participent financièrement en leur disant, mais en fait, c'est un investissement que vous faites sur la biodiversité, parce que sachez que la biodiversité, ça va être quelque chose de très positif pour vous, pour votre business, le développement de votre business, quoi. Alors, je vais revenir avec Bertrand Montfort sans doute dans une seconde. Simplement, je vais juste revenir préciser ma question sur l'accompagnement. Parce que votre métier, vous l'avez dit, ce n'est pas d'aller gratter des subventions. Vous avez réussi à vivre et à survivre avant cela. Néanmoins, aujourd'hui, j'imagine que c'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes invité. Vous avez sans doute été accompagné par les services de la région. Alors, comment et puis en quoi ça vous a été réellement utile? Typiquement, là, enfin, on est en plein dedans. Il y a Avenir Littoral, donc, qui est le plan de relance là, sur le littoral qui a été lancé par Madame la présidente de région. Et on a obtenu une subvention justement pour faire ce projet de recherche et développement sur les laitiers d'aciérie de conversion, là, dont on parlait. Parce que, comme l'a dit Bertrand, aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'utiliser ces roches et de les mettre en mer. Donc, il faut que je fasse un projet de recherche, il faut que je discute avec tous les services de l'État, les services environnement, les services qui vous donnent les autorisations. Le milieu marin est commun, donc il n'y a pas de foncier, donc c'est tout l'État. Donc, tout ce que vous faites, vous posez quelque chose au fond de la mer, il faut demander l'autorisation. Vous mettez quelque chose, ils vont demander 50 000 informations, donc chose que l'on fait actuellement dans ce projet-là. Et ce projet, il est possible parce qu'il est financé à 60% par du financement Occitanie Innov, là, j'ai oublié le nom de Avenir Littoral, qui nous permet, sur un projet de 300 000 euros, pour démontrer qu'il y a un rôle écologique, j'espère qu'il y aura un rôle écologique sur la mise en place de ces laitiers en milieu marin. Et ne serait-ce que la première étape, c'est... Ce que vous appelez les laitiers, ce que vous appelez les laitiers, c'est les roches, en fait. C'est leur nom technique, c'est laitier. Voilà, c'est ces roches artificielles. Donc, typiquement, la région, on a répondu à un appel à projet l'année dernière d'Avenir Littoral, dans une branche qui s'appelait économie circulaire, justement. C'était le défi 2 ou le défi 3, je ne me souviens plus.
Et on a été lauréat, et donc on obtient une subvention de 60%, ce qui n'est pas rien. Donc de l'ordre de 180 000 euros, si j'ai bien 300 000 euros. Ouais. Donc une subvention de l'ordre de 180 000 euros. Ce que disait à l'instant Gilles Lecaillon, je dois revenir dessus, Bertrand Montfort, c'est-à-dire que les grands groupes privés, quand on parle d'entreprises comme celle-ci, qui sont des entreprises mondiales et mondialisées, ils ont plus d'argent effectivement qu'une collectivité à investir. On sait qu'ils ont une obligation en France de faire un rapport RSE. Est-ce que financer une action comme celle de recherche avec Écocéan, c'est une façon de mettre une jolie ligne sur le rapport de fin d'année, ou est-ce qu'il y a un petit peu plus que ça quand même ? Bon alors, oui, faut pas trop rentrer dans la caricature. D'abord, ce qui a été d'abord une obligation pour les entreprises du CAC 40, à savoir effectivement introduire le développement durable, donner de la visibilité à des objectifs de responsabilité sociétale, c'est quelque chose qui est arrivé il y a déjà quelques années, mais avec l'arrivée d'une obligation à produire un rapport de performance extra-financière, hein, c'est l'expression qui est utilisée, je crois que ça fait 2 ans, la plupart des entreprises aujourd'hui, les entreprises de taille intermédiaire y passent. Je pense que les PME, PMI commencent à arriver dans cette obligation-là. Évidemment, ça se met en place progressivement. D'abord parce que il faut d'une part en interne avoir l'expertise nécessaire. Donc les entreprises ont beau faire appel à des cabinets de conseil qui ont une capacité à conseiller les entreprises. Tant que la vision propre de l'entreprise n'intègre pas les objectifs de développement durable, et là je fais référence aux objectifs de l'Organisation des Nations Unies, 17 objectifs de développement durable qui ont en quelque sorte remplacé, ou en tout cas enrichi, étoffé les 3 piliers, économie, sociale et environnementale. Je veux dire, ça nécessite une expertise à l'intérieur de l'entreprise. À l'extérieur, il faut qu'il y ait des cabinets qui soient capables d'accompagner. Il faut trouver des personnes à recruter. Et les personnes à recruter, elles se trouvent où ? Il faut aussi qu'elles soient formées dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs. Et ce processus-là, il prend du temps. Un petit détour par mon expérience personnelle de formateur, notamment en développement durable. La première fois que j'ai donné une conférence sur le développement durable, c'était en 2002 à Montpellier, à Subdeco Montpellier. Ce n'était pas encore Montpellier Business School, mais je peux dire qu'il y avait 0,5% de l'effectif que j'avais en face de moi qui avait une idée de l'intérêt que ça pouvait présenter. Donc cette inertie, c'est aussi l'inertie des idées, l'inertie de la formation. Et aujourd'hui, on est confronté un petit peu à la même chose concernant le biomimétisme. C'est que depuis l'an dernier, il y a des formations qui officiellement délivrent des diplômes en biomimétisme. Il y a le SCI, les ateliers à Paris, et puis il y a une autre formation, un master, je n'ai plus le nom en tête, mais ça se trouve sur le site du CEBIOS. On commence à pouvoir fournir des personnes compétentes qui sont capables d'introduire de nouvelles possibilités. Donc le développement durable a eu son temps. J'ai envie de dire, et Denis Meadows, qui était donc le chef de file qui a créé ce fameux rapport qui s'est appelé Halte à la croissance, et puis les limites à la croissance ensuite, donc en 92, il y a eu des rééditions, et pour lui, en 2012, le développement durable, c'est une notion du passé. Il faut aller plus loin, il faut enrichir les choses. Et cette complexité-là, qui est celle du vivant, eh bien, elle n'est pas facile à introduire dans l'entreprise qui a été formée à des choses qui sont beaucoup plus, je dirais, linéaires, simplistes. Je n'ai pas peur des mots. L'industrie nécessite une forme de simplification. Donc, voilà. Il ne faut pas m'entraîner trop loin parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. Pas de souci. Des rééditions donc, et pas de reddition. Caroline Bocquet, vous avez suivi une formation chez Terre d'économie de la fonctionnalité circulaire, qu'on connaît aussi sous le nom de Terre de FC. Vous avez complètement transformé votre modèle économique, ou vous avez juste eu à le réadapter suite à cette formation ? Alors, Terre de FC, oui, c'est un chemin en fait. C'est effectivement, on ne va jamais revisiter complètement le modèle économique. Nous, on s'est introduit là-dessus et c'est vraiment un cheminement. Ce que vous disiez, introduire la simplicité, c'est effectivement, ça peut être mené par des ingénieurs, ça peut être mené par des chercheurs, ça peut être mené aussi par le bon sens du terrain. Et nous, Terre de FC nous a aidé à structurer une méthodologie, à structurer un cheminement par le bon sens. Et notamment, elle nous apporte... nous, on fait le métier historique, c'est de la préparation esthétique de véhicules chez le concessionnaire. Donc, il n'y a pas une grosse valeur ajoutée. Et pourtant,
typiquement, l'EFC nous a donné une structure, une méthodologie pour aller observer le réel, justement par rapport à ce qu'on pouvait nous vendre. On vend une prestation de nettoyage de véhicules, mais en fait, ce n'est pas ça qu'on fait dans un concessionnaire. Chez un concessionnaire, on va apporter beaucoup d'immatériel, d'externalités positives, et c'est ça qu'on va aller observer, et à partir de là, on va aller re-questionner notre client pour dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? En quoi on coopère, en quoi on contribue à l'écosystème. Et typiquement, là où vendait historiquement donc, un nettoyage complet de véhicules, ben aujourd'hui, on vend de la coordination entre des ateliers. On vend chez un de nos clients, par exemple, qui s'appelle Aramis. Lui, il vend son véhicule sur Internet. Donc, moi, j'achète mon véhicule chez Aramis, je n'ai jamais vu mon véhicule. Et quand je vais arriver pour prendre possession de mon véhicule, c'est la première fois que je le vois. Nous, on est les derniers acteurs de la chaîne, puisque c'est nous qui préparons le véhicule esthétiquement. Donc finalement, ce qu'on contribue, c'est ce que nous dit notre client, c'est vous contribuez à l'effet waouh du client. Le client, c'est la première fois qu'il découvre sa voiture. Et elle est belle, elle est nickel, elle est super bien préparée, ou elle est pas bien préparée. Donc vous voyez, on va au-delà de la préparation esthétique, on repense en fait la façon dont on va collaborer. Et c'est en allant observer le réel qu'on va construire effectivement de l'immatériel, de la confiance, qui va nous permettre d'aller plus loin. Et on va dépasser le statut juridique où les modèles économiques, on les construit. Moi, je suis une société, j'ai un statut juridique et comment je fais mon business plan et comment je travaille, je raisonne ma structure. Là, on va venir élargir nos horizons, construire, collaborer avec nos clients, avec nos parties prenantes, avec l'impact réel qu'on a sur le territoire. Et c'est cette structuration que Terre2FC nous apporte, et sur des choses très simples, et pourtant sur lesquelles on apporte aujourd'hui de la valeur ajoutée, et donc une prestation qui peut être financière, mais qui peut être juste aussi une externalité positive dont on a conscience ensemble, et qui nous permettent d'aller plus loin. Merci. Je rappelle que vous pouvez nous poser vos questions. Elles m'arrivent en direct sur le téléphone après médiation de Christelle Guillon. Jérôme Audouin, votre valeur immatérielle, la valeur ajoutée immatérielle ou la valeur immatérielle ajoutée de l'entreprise, comment est-ce que vous la cultivez ? Parce qu'on peut se dire, tiens, j'ai déjà un produit innovant, donc quelque part, j'ai déjà une valeur ajoutée simple à présenter. Mais votre valeur 54320, votre valeur immatérielle ajoutée, comment est-ce que vous la travaillez ou la travaillez-vous seulement ? Alors, on essaye de la travailler un petit peu. Je vous disais tout à l'heure, c'était sur le côté de bien-être. Et c'est vrai que quand on a des jeunes enfants ou quand on a des ados, ils sont déjà tous merveilleux, mais ils sont encore bien plus faciles quand on part en bivouac. Et donc c'est vraiment sur ce côté d'être bien ensemble. Non, ça force à être bien ensemble. Je ne sais pas si on est bien mieux en bivouac, mais on est forcé de s'entendre en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est pas la même chose que quand vous partez vraiment en randonnée avec où là on est perdu au milieu de nulle part avec son sac et sa tente, il faut trouver un endroit et c'est pas facile. On est juste perdu au bord de la départementale. Mais vous arrivez facilement à trouver des coins sympathiques et puis le fait que ce soit vraiment minimaliste, tout le monde est plus gentil autour de vous. C'est-à-dire que si vous arrêtez quelque part pour demander est-ce que on pourrait dormir à un endroit calme, à l'abri du vent avec une jolie vue, les gens vont vous poser la question en disant je ne crois pas que ce soit possible par ici, mais et puis comment vous allez faire, vous avez quoi? Et puis quand on dit que c'est sur la voiture et qu'effectivement c'est sur une petite voiture, ils veulent voir et puis ils vous expliquent que finalement là les terres c'est à eux, qu'il y a un petit coin par ce chemin où ça va être abrité et tout est vraiment très très sympathique. Donc c'est plus facile et ce côté immatériel, vous pouvez partir. Avant, il fallait prévoir le moment où vous alliez partir. Là, vous avez fini votre semaine, vous avez envie de partir, et ça y est, vous êtes rentré chez vous, vous avez rangé votre maison. Plutôt que d'aller se coucher, on va faire 1 heure de voiture et on va se retrouver sur les hauteurs de Foix. Et le matin, il y a les chevaux qui attendent autour de la tente. On peut partir faire une boucle simplement. On rentre manger à la voiture sans avoir porté plein de choses. Et on peut revenir, et on a eu à la fois un week-end de détente et un week-end à la maison, et on a apaisé les enfants, nous on a pensé à autre chose. Et ça, on arrive à le valoriser un peu. Julie, chez nous, qui travaille sur les réseaux sociaux, et on voit qu'elle arrive vraiment à créer
ce lien et ces rencontres, nos clients, quand ils postent des photos, il y en a un qui voit qu'ils sont pas loin et ils se contactent et ils passent une soirée ensemble. Donc, voilà. Par-dessus les champs, soudain, j'ai vu passer les oies sauvages. Merci. Chez Smart Sophie Group, voilà, vous avez un produit. Ce que vous proposez, j'allais dire, si je fais un raccourci qui ne va pas vous plaire, mais c'est me payer l'avant-dernier téléphone qui était dernier cri il y a 6 mois pour 300 ou 400 euros de moins, ou peut-être davantage. Mais j'imagine que ce n'est pas pour ça que vous le faites. Comment est-ce que vous arrivez à valoriser cette seconde vie, à dire c'est de la seconde vie, mais c'est comme si c'était la première? En fait, on travaille sur. Il y a 2 choses qui sont importantes. Nous, on travaille sur le reconditionné. Maintenant, est bien dans le prisme. De plus en plus de gens considèrent que quand ils veulent acheter un produit nouveau, pour la téléphonie en tout cas, prendre en compte le reconditionné, c'est quelque chose qu'ils font assez naturellement. Et de plus en plus de gens sont prêts à acheter un produit reconditionné. Par contre, nous, on vend sur Smart la qualité d'un reconditionné qui est contrôlé, avec 40 points de contrôle très précis, avec une garantie d'un SAV qui est en France. À côté de ceux qui réparent les téléphones, il y a les personnes qui résolvent vos problèmes SAV au téléphone, qui sont francophones parfaits, voilà, et qui sont là, qui connaissent les produits, le lieu, tout le process. Et on vend aussi le fait que c'est du 100% reconditionné en France. Et ça, ce qui donne une crédibilité et que les gens entendent, c'est que nous, on fait ça depuis toujours et on a toujours fait travailler uniquement des gens sur notre territoire. Et je dirais que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est devenu de plus en plus à la mode le 100% français, mais nous, on ne l'a pas découvert il y a 1 an et demi. Donc ça nous donne, je dirais, une crédibilité là-dessus. Et les gens, en fait, sont prêts. On a une partie de personnes qui, s'ils voient qu'on a une différence de prix, vont se demander pourquoi. Mais quand on dit que c'est parce que c'est reconditionné 100% en France, peut-être, versus un produit qui a été reconditionné dans un pays où les coûts sont bien inférieurs, on a toute une partie des gens qui vont quand même nous acheter à nous parce qu'ils achètent ça. Ils achètent l'emploi en France, ils achètent la certitude de pouvoir avoir au téléphone quelqu'un qui va vraiment prendre en compte les questions et la comprendre et répondre en direct. Donc alors, ça, c'est une valeur qui est créée et qui est réelle. Avant de passer à un autre thème, une question d'actualité pour vous. Je lisais ce matin Les Échos avec un article qui parlait d'une possibilité de taxer ce qu'on appelle le droit de copie, en fait une taxe de copie, les téléphones mobiles reconditionnés. Je vais expliquer en 2 mots ce que c'est. En fait, quand aujourd'hui on achète un téléphone, quand on achetait avant une VHS, voire une cassette ou un CD, au temps où ça existait encore, il y a une petite partie de la somme qui va en fait être versé pour des droits d'auteur parce qu'on a une capacité à écouter de la musique ou voir des films avec ces produits. Aujourd'hui, vous en êtes exempté de taxes. Moi, j'étais un peu surpris que, justement, quand on se dit, tiens, on est sur quelque chose de vertueux, du recyclage et de la circularité, finalement, on rend aussi aux artistes un droit à toucher une somme sur ces produits. Oui. Et là, votre secteur d'activité, dans son ensemble, a dit non, attendez, si vous faites ça, c'est 28 millions d'euros de taxes, certes, mais nous, ça met notre modèle en l'air. Oui. Il n'y a pas un paradoxe ? Alors, il peut y avoir, on comprend effectivement qu'il y a un besoin pour la culture de capter des revenus parce que c'est très difficile. Par contre, nous, la difficulté qu'on va avoir, c'est que si on a cette taxe à porter, on va la répercuter aux clients. Parce que nous, le reconditionné, ce qu'il faut savoir, c'est comme on fait un métier où on récupère un produit sur lequel il y a beaucoup à la fois de dépenses qui sont des pièces et de la main-d'œuvre, avec des fois beaucoup de réparations, donc beaucoup de temps de main-d'œuvre en France. On va vendre le produit et il faut qu'on ait une marge pour vivre. Donc ça veut dire que ces taxes, elles vont gréver notre marge. Donc nous, on n'aura pas d'autre choix que d'augmenter le prix pour le client final. Donc c'est un choix politique, c'est dire le reconditionné, c'est quand même aussi fait pour que ce soit plus accessible d'acheter des produits reconditionnés. Si on augmente le prix par cette taxe, nous on va la répercuter. Donc est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut en termes de secteur? Est-ce que c'est logique par rapport à un achat vert? C'est le sens du retour de la filière en fait. Merci. Bertrand Montfort, quand on entend l'ensemble de ces témoignages, on entend qu'il y a un impératif économique. Alors, on l'entend au travers de cette taxe, où Gilles Lecaillon disait tout à l'heure, moi je suis une SAS, donc la vocation c'est d'abord de générer du profit pour permettre à la boîte de grandir. Mais on entend que la valorisation, elle ne se joue pas seulement sur le côté économique. Donc comment est-ce que à la fois on valorise sa société sur le côté immatériel, mais sans trop surjouer non plus?
Oui, bon, enfin, vous évoquez sans le dire le fameux greenwashing, hein, savoir est-ce que c'est pour épater la galerie, est-ce que c'est pas de la surcommunication? Avec les acteurs qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on a peu de doutes, ils ont eu le temps long pour s'expliquer, oui, donc on le voit, mais disons que même pour eux, ou pour une société qui souhaite aujourd'hui, qui nous regarde et qui souhaite transformer son modèle, ou qui est en phase de transition, qui disent, bon, il faut que je fasse attention, je fais des choses, mais il ne faut peut-être pas que j'aille trop loin dans la com ou le marketing. Oui, alors vous rejoignez une réflexion que je me faisais en écoutant ces difficultés, puis cette dernière question que vous posez, finalement, est-ce que la création de valeur ne va pas repartir en taxes? Et je me fais la réflexion qu'on entend dans le domaine de l'immobilier, la restauration de l'ancien coûte plus cher que la fabrication du neuf. Mais pourquoi? Des fois parce que d'une part, il y a les techniques de fabrication, les matériaux utilisés. Je veux dire, on est dans des processus qui sont plus standardisés, production de masse. Voilà. Donc forcément, une activité de rénovation va coûter plus cher. Mais moi, j'ai envie de poser une question. D'abord, est-ce que parmi les téléphones qui vous sont apportés, les smartphones qui vous sont apportés, il y en a certains, vous faites un tri à l'arrivée en disant celui-là, c'est pas la peine, ils ont tout fondu ensemble, c'est coulé dans le plastique et on ne va pas pouvoir récupérer quoi que ce soit. Donc j'imagine que vous avez une cotation de ces appareils. Et la question complémentaire, c'est est-ce qu'avec l'émergence donc du reconditionnement comme étant une vraie alternative au neuf, est-ce que vous commencez à voir des fabricants qui en gros, affiche la réparabilité, comme on le voit dans l'électroménager. Et est-ce que vous avez l'impression que ça fait bouger les lignes? Parce que finalement, au fond de votre question, c'est la question, est-ce qu'on fait bouger les lignes? Est-ce qu'il y a une incitation à être plus vertueux aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, en fait, là, on parle de la réparabilité des nouveaux produits. Donc, il y a maintenant, dans la loi AGEC également, il y a des points où on va travailler sur la réparabilité des produits. Donc, les fabricants originels, maintenant, ils ont, entre guillemets, alors c'est des mastodontes, hein, donc le temps qui change, ils vont prendre le temps qu'il faut pour eux pour changer. Mais je pense que c'est déjà quelque chose qu'ils amorcent, parce qu'ils sont comme tout le monde, hein, ils ne sont pas plus en retard que les autres. Ce qu'il y a, c'est qu'ils se donnent le temps d'arriver à un modèle qui va leur convenir. Donc, ils intègrent pour les nouveaux produits, il commence à y avoir des effets pour avoir des produits plus réparables, plus facilement démontables. On a le problème des batteries. Sur les smartphones, les batteries sont intégrées et c'est très complexe de changer une batterie sur certains modèles parce qu'effectivement, ce n'est pas facilement enlevable comme ça l'était sur les vieux téléphones à touche. Donc, toutes ces choses-là vont s'améliorer dans les générations à venir. Mais là, le flux qu'on a actuellement, c'est un peu le pire, c'est-à-dire c'est le flux qui date d'il y a 2-3 ans où ce n'était pas du tout intégré. Donc en fait là on ose espérer que là on a ce qui est le plus pénible et le plus coûteux à réparer et que ça devrait s'améliorer. Par contre on a quand même aussi le problème des pièces détachées et où les marques, les fabricants sont très tatillons et bloquent parfois l'accès à certaines pièces détachées. Donc on peut avoir des difficultés sur les pièces détachées et on espère aussi que ça, les choses vont changer à l'avenir. Alors, Caroline Bocquet, tout à l'heure, Gilles Lecaillon disait que les normes pouvaient être une aide. On l'a entendu aussi ce matin dans nos interventions sur le bâtiment. Ça peut être une injonction finalement à innover. Dans le secteur automobile, on est dans une phase un petit peu intermédiaire où on nous dit les vieux véhicules ou par exemple les véhicules au diesel, parce qu'on a beaucoup incité les gens à en acheter à une certaine époque. Aujourd'hui, on leur dit c'est plus bien. Vous vous retrouvez à reconditionner en fait des produits, des voitures dont on nous dit bon de toute façon, dans 20 ans, des voitures comme celle-ci, ça n'existera plus. Donc, est-ce qu'à un moment donné, l'injonction à faire plus vert n'est pas un frein au développement de l'économie circulaire? Je pousse le bouchon un petit peu loin, mais... Alors, encore une fois, c'est une question de granulométrie. Si vous le regardez dans le concept, effectivement, ça peut être quelque chose qui va se heurter. Après, si vous descendez effectivement dans le réel, au contraire, je veux dire, accompagner effectivement la fin de vie d'une énergie fossile, ça va peut-être permettre aussi de repenser le modèle d'usage d'un véhicule. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais en faire? Ces véhicules qui sont là aujourd'hui, à quel usage je peux les contribuer et du coup, comment je vais repenser ma filière de la mobilité et comment je vais pouvoir soutenir l'émergence d'une autre mobilité. Donc je pense qu'il faut regarder en termes de granulométrie où on le regarde. Merci Jérôme Audouin. La dernière question sera pour vous, puis je vais la faire tourner à l'ensemble de nos intervenants. Il s'agit de la question de votre prochaine étape de transformation pour gagner, j'allais dire, pour mettre un pied de plus dans cette économie circulaire sur laquelle vous vous êtes engagé.
Alors aujourd'hui, nous, on a des produits qui sont quand même... on utilise des... Il y a de l'aluminium, on a les coques, c'est des produits qui sont... c'est du plastique, quoi, c'est de l'ABS. Bon, il y a 90% de l'ABS, pardon, excusez-moi. Alors c'est comme les pare-chocs de voiture. Donc, il y a 90% de matière recyclée, ça se recycle, mais ça reste quand même issu du pétrole. C'est des polymères. Exactement. Et donc on regarde pour aller sur des matériaux composites autour du lin, voilà, d'essayer de réemployer. Ça peut être plus facile, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui nos hussardes, elles se démantèlent assez facilement. En fait, aujourd'hui, n'importe quelle déchetterie sait séparer l'alu. On n'a pas de choses comme pour la batterie qui est fondue dans le téléphone. Donc voilà, ça, ce sont des étapes, surtout avec un plus de volume. Je vais vous tendre une perche. Là, je n'ai pas le nom de l'entreprise, mais il y a en Occitanie une entreprise qu'on avait fait témoigner lors du lancement du projet Région Occitanie Bio-Inspirée, qui a développé des technologies utilisant le bambou comme substitut aux matières plastiques. Et leur point de départ, c'était de créer des planches de surf avec le bambou. Donc j'imagine que, en tout cas, je vous mettrai en relation avec eux. Avec plaisir. Voilà. Gilles Lecaillon, avec vous, quelle est la prochaine étape de transformation? Alors, vous travaillez sur un projet de R&D actuellement, comme vous nous l'avez dit, avec des subsides régionaux notamment et en partenariat avec ArcelorMittal. Quelle est la prochaine étape de transformation? Alors nous, on est, dans nos produits, on est à, je pense, pas loin de 100% de produits recyclables, recyclés, made in France. Donc à ce niveau-là, on va pas, on a peu de marge de progression. Sur l'organisation peut-être Pardon? Sur l'organisation peut-être? L'organisation de l'entreprise? Oui. Bon, non, d'accord, allez. Oui, changeons de sujet. Si. En tout cas, la stratégie de l'entreprise, c'est d'aller, j'allais dire, aider des marchés que l'on considère comme étant des marchés durables, c'est-à-dire tout ce qui parle d'énergie verte. Donc, on travaille beaucoup sur toutes les problématiques d'éoliennes offshore que l'on considère comme étant quelque chose qui a un vrai potentiel à la fois de production d'énergie, mais aussi de mise en réserve d'espaces marins qui pourraient avoir un bénéfice pour l'écosystème marin. Et là, on est vraiment aux prémices de ça, c'est-à-dire qu'on est au début des projets. Et donc, ça nous laisse un avenir d'une dizaine d'années ou d'une quinzaine d'années devant nous pour aller essayer de travailler sur ces nouveaux écosystèmes très au large qui pourraient avoir un vrai rôle écologique. Voilà. Donc, je pense que stratégiquement, nous, on a beaucoup engagé d'investissement et de R&D, parce qu'on n'a pas qu'un projet de R&D, on en a plusieurs. Et il y en a en l'occurrence un également sur ces problématiques d'éoliennes offshore. Donc, voilà pour répondre un peu à la question. Merci beaucoup Gilles Lecaillon. Cécile Rochette, prochaine étape de transformation pour l'entreprise? Alors nous, l'enjeu maintenant, il va être sur la collecte, puisque pour réparer des téléphones et leur donner une deuxième vie, il faut les capter. Il est sur le fait de développer des collectes en circuit plus court. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est d'accélérer ce qu'on a commencé à faire sur notre site, c'est-à-dire racheter ou récupérer les produits sans valeur directement des particuliers via notre site web, et aussi faire des collectes de proximité via des urnes, des dispositifs dans certains lieux de passage où il y a un public qui peut avoir des produits à donner. Et donc ça, c'est une expérimentation qu'on devait commencer l'année dernière, qui a été un peu freinée par les circonstances, et qu'on accélère cette année. Et on est aidé dans cette action d'ailleurs par l'ADEME et la région sur ce type d'expérimentation. J'imagine que ces points de collecte, ce n'est pas forcément au supermarché, là où on dépose ses piles, c'est peut-être dans des circuits un peu spécialisés. Voilà, ce qu'on cherche à expérimenter, c'est pour ça que c'est une expérimentation, c'est des lieux où il y a plus une logique de communauté, de collectivité et de gens plus ciblés dont on sait qu'ils vont à la fois avoir des produits et être sensibles à la démarche développement durable et où ça ne va pas être le tout venant et ça ne va pas être piraté ou regardé par n'importe qui. Donc plutôt dans des entreprises, dans des lieux de collectivité, dans des chaînes de magasins très spécifiques, etc. Voilà cette étape-là. Et aussi, on est en train d'expérimenter un site pour vendre nos produits en Espagne et donc explorer le marché espagnol. Merci Caroline Boquet. De votre côté, la prochaine grande étape, c'est la reprise, j'imagine, de la société, la création donc, de cette... C'est ça, donc c'est effectivement la transformation en scope, mais c'est aussi parce que
tout ce dont on a évoqué. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vraiment des dynamiques, en fait. C'est des cercles vertueux, c'est des spirales vertueuses dans lesquelles on s'enclenche, puis on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Et donc, nous, notre prochaine expérimentation, on s'appuie aussi sur les travaux de Jean-François Noubel, que vous connaissez peut-être, qui est la constellation des richesses, et comment on va mesurer, évaluer, démontrer tout cet immatériel, et en quoi cet immatériel va pouvoir venir contribuer à nos richesses, et quels seront l'impact qu'on va avoir sur le territoire. Et donc aujourd'hui, il y a peu de systèmes d'information qui permettent de mesurer cet immatériel. Et c'est notre prochain enjeu, c'est de pouvoir effectivement mesurer par un système d'information qui va mesurer à la fois du mesurable, mais aussi du ressenti, de l'ordonnable et de l'immatériel. Merci donc à tous les 5 d'avoir participé à ce rendez-vous. Avant de conclure, je vais demander à Christelle Guyon, référente transition écologique au sein d'ADOC, de bien vouloir nous rejoindre pour nous parler d'un nouvel appel à projet qui est lancé dans les prochains jours. Oui, merci. Donc aujourd'hui, l'agence ADOC lance un appel à candidature innovation et transition écologique pour vraiment aider les entreprises qui pourraient être inspirées par vos exemples concrets à elles aussi s'engager et passer le pas de façon concrète. Donc pour les entreprises qui ont envie de réduire leur empreinte environnementale négative, voire apporter un impact positif, les entreprises qui veulent innover de façon durable pour se différencier de leur concurrence. Et puis, les exemples que vous nous avez donnés aussi, faire évoluer leur modèle économique pour donner du sens à leur innovation, être en cohérence avec leur mission et leurs valeurs. Donc voilà, donc un appel à candidature qui est en ligne sur le site internet ADOC avec une candidature jusqu'au 19 mars. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises de façon concrète à réfléchir à leurs projets, à leurs stratégies, structurer leurs démarches, se mettre en relation avec les experts, les partenaires, enfin, vraiment être capable de mobiliser toutes les ressources de l'écosystème régional pour accélérer ce projet, éventuellement trouver des financements, et bref, que ça puisse se concrétiser de façon pratique. Merci Christelle Guyon, merci Caroline Boquet de Cinéo, Jérôme Audouin, Nightop, Cécile Rochette, Smart Sophie Group, Gilles Lecaillon, Écocéan et Bertrand Montfort de Cebios. Je vous rappelle qu'à 16h, vous est proposé donc un autre atelier, un atelier design en direct de la Cité de l'économie à Montpellier sur le thème « Designer les métiers de demain dans mon entreprise ». Donc évidemment, on est sur une thématique dédiée à l'économie circulaire. Et puis à 18h, on sera de retour ici à la Belge pour le parcours des entreprises innovantes de l'année avec l'émission L'Occitanie a d'incroyables innovations qui remet donc les prix du concours Les Innovations. Je remercie Nicolas Caruso qui a croqué cet après-midi, également les équipes d'ADOC qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ces émissions ainsi que les équipes techniques. J'en profite également pour vous signaler que ce matériel, le mobilier ici présent, est composé de matériaux issus du recyclage ou du réemploi par la société Merci René. Alors bon après-midi et merci René. Merci. Merci.